Salut Justine. Salut Nicolas. Merci de me recevoir dans ton coworking pour parler UX Design, plus particulièrement UX Research. Merci à toi pour m'avoir proposé de faire cette rencontre. Je suis ravie. Donc pour t'expliquer un peu le déroulé de la vidéo, le but c'est que je te pose une série de questions sur ton métier, sur ton quotidien, sur le métier du UX Researcher, de l'UX Design en général aussi. Donc voilà, et puis on va commencer par la traditionnelle question de peux-tu te présenter? Comment tu définis en tout cas ton métier aujourd'hui? Ok, super. Donc moi je m'appelle Justine Fourneret, je suis UX Researcher et designer de service. Comment je définis mon métier? En fait, moi, mon métier il consiste à comprendre les besoins des utilisateurs d'un futur produit ou d'un futur service ou d'un service existant. Et pour ça, je vais aller à la rencontre de ces personnes pour observer, comprendre leur manière de faire, leur manière de comprendre le monde, avec pour objectif que le produit ou le service soit adapté aux personnes et non pas les personnes qui s'adaptent au produit ou au service. En gros, c'est ça. Et je parle de design de service aussi parce que moi, mon métier, il consiste vraiment à comprendre où se situe la valeur pour les utilisateurs et comprendre aussi comment faire en sorte de mettre en œuvre cette valeur. Mais je ne vais pas aller dans de la conception UX plus classique où je ne vais pas forcément créer des interfaces ou créer le produit ou le service en tant que tel. Mais je vais travailler en collaboration. Par contre, c'est hyper important de travailler main dans la main avec des designers dont je connais le métier. J'ai commencé, on en parlera un petit peu après peut-être, mais j'ai commencé aussi en faisant cette partie-là. Et puis je me suis rendu compte que j'étais meilleure sur cette compréhension des besoins. Donc voilà, c'est important la finalité de mon métier, c'est de nourrir le design derrière. Je suis designer avant tout quand même. Et donc c'est de nourrir cette phase de conception et de travailler donc main dans la main avec ces personnes. Trop bien. Et du coup, ça fait combien de temps que tu bosses en free? Ça fait maintenant 3 ans que je suis en freelance. Okay. J'ai travaillé pendant plus de 5 ans en agence conseil. Okay. En tant que UX Researcher aussi ou... Alors, pour te raconter rapidement mon parcours, moi, à la toute base, j'ai fait Sciences Po à Toulouse. Donc une formation qui était très axée sciences sociales, sciences humaines. Et c'est assez marrant parce que j'ai été beaucoup formée, il y a beaucoup de cours de sociologie, beaucoup de cours d'enquête, parce que Sciences Po, ça forme à des métiers du journalisme, à des métiers d'enquête terrain. Et c'est assez drôle parce que récemment, par exemple, j'ai remis les mains dans mes cours et je me suis rendu compte que j'avais vraiment été formée au métier que je fais aujourd'hui alors qu'il n'existait pas encore à l'époque. Et puis, suite à ça, je me suis spécialisée j'ai très vite eu une affinité pour la com et pour la culture. Ça, c'est depuis toujours que j'aime la culture. Et du coup, je me suis spécialisée en com culturelle. Et au sortir de mes études, j'étais chargée de com dans un théâtre à Lyon. J'ai bossé pendant 6 ans dans la culture. Et puis, arrivée à 30 ans, je croise dans une soirée une copine de copine qui était UX et qui me parle de son métier. Et là, ça a vraiment fait tilt. Je me suis dit, ça match vraiment avec notamment cette formation initiale que j'avais eue à Sciences Po. Le côté compréhension de l'humain, compréhension des comportements. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, allez, je me forme. Donc, j'ai fait une année de formation au Gobelin à Annecy, en alternance. Je suis rentrée en agence comme ça. Et au début, mes missions au sein de l'agence, c'était vraiment de l'UX design. Il y avait peu de research à l'époque dans cette agence-là. Et même en général dans le métier en France. C'était il y a 8 ans maintenant. Et donc, j'ai commencé par faire des interfaces, par faire vraiment du design d'interface, de conception, etc. Et je me sentais un petit peu pas à ma place. Je me disais, j'arrive à le faire, mais... je sais pas, je me sens. Interface, vraiment, j'avais pas l'impression d'être légitime là-dedans, que j'y connaissais pas grand-chose. Après, j'ai découvert tout un monde, j'interagissais beaucoup avec les devs, avec les équipes des clients, les équipes market, etc. Enfin, c'était super intéressant. Mais il y avait un petit truc où je me disais, c'est pas là que je suis à ma place. Et puis, en fait, à la fin de mon année d'alternance, j'ai animé mes premiers tests utilisateurs. Et là, ça a été une grosse révélation, et pour moi, et pour mes managers, en fait, qui m'ont vu et m'ont dit « Ah, super, je me débrouillais bien. » Alors, j'étais junior, je n'arrivais pas super bien, mais j'arrivais à faire parler les gens, en tout cas. Et réussir à comprendre ce qu'eux avaient en tête, comment ils percevaient le produit qu'on avait conçu. Et c'est derrière ça, en fait, on a vraiment dit que j'allais me spécialiser en research. Et l'année qui a suivi, j'ai eu un nouveau manager et on a monté une cellule research dans l'agence où j'étais. Et à partir de là, on va dire au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'étais vraiment UX researcher.
Mais donc, ce parcours, il est intéressant aussi parce que j'ai commencé par le design et ça, c'est hyper important de comprendre quand même la finalité. Comment ça fonctionne, les rouages. Exactement. Et le métier, en fait, le métier de designer derrière parce que je fais de la recherche, mais appliquée pour un produit, un service et un projet. Et donc, si je ne comprends pas comment fonctionne derrière le métier des autres, à quoi ça sert, toute la complexité qu'il y a derrière, parce que c'est quand même hyper complexe, c'est moins puissant. Ouais. Oui, parce que toi, on y reviendra plus tard, mais dans tes recherches, tu vas donner des préconisations. Enfin, tu auras une synthèse de tes résultats de recherche avec des préconisations. Donc c'est clair que les préconisations, il faut que ça soit en phase avec la réalité aussi. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas proposer des solutions qui ne matchent pas avec le service, le produit ou l'entreprise. Oui, exactement. Donc il faut quand même que tu aies cette connaissance-là. Donc c'est très cool que tu aies commencé d'abord par ça. Oui. Et il faut qu'il y ait quelque chose de très applicable en fait, pragmatiquement. J'ai échangé, c'est marrant, il y a la semaine dernière là, avec une cliente qui est dans un grand groupe de presse pour la jeunesse. Et en fait, elle dirige l'équipe études en interne, ils ont une équipe études. Mais en fait, ils font des études sur la perception, etc., mais assez, on va dire, abstraites, assez désincarnées. Et en fait, donc, je bosse pour eux depuis plus d'1 an. Et ce qui a été apprécié, c'est que justement, mon métier, mon approche a permis de faire le lien derrière avec l'équipe produit et de mettre les mains dans le cambouis et de faire des recommandations qui sont tout de suite applicables, qui vont être à la fois macro sur voilà comment les gens perçoivent les choses, et en même temps très micro sur sans prendre parti, puisque c'est pas à moi de décider, c'est à l'équipe de conception derrière, mais en tout cas voilà, de faire des retours qui peuvent être micro sur des fonctionnalités, sur des séquences, des étapes, des parcours, voilà. Et aujourd'hui du coup, qui sont tes clients? Est-ce que c'est des grands groupes, des startups, des PME? C'est quoi le type de client que tu as aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai, on va dire, plutôt c'est pas vraiment des grands groupes, j'en ai quelques-uns. Ouais. On va dire que c'est plutôt des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont en train de se digitaliser, ce truc-là, qui sont un peu entre les deux. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, notre métier, il vient aussi beaucoup transformer, il y a cette notion de transformation, transformer les façons de faire, transformer même l'approche, en fait, la manière de concevoir des produits ou des services. Et c'est souvent, je trouve, sur ces tailles d'entreprises-là où il y a le plus de besoins et où c'est le plus intéressant. Parce qu'il y a des moyens, mais en même temps, ils ne sont pas aussi capés que des grands groupes qui ont déjà structuré cette démarche-là, cette réflexion. Et du coup, c'est là qu'on peut intervenir. Et surtout en tant que freelance, parce que tu vas pouvoir venir te greffer à des équipes existantes, comme si tu étais en interne, et en même temps en gardant ton œil extérieur et en apportant une expertise qu'eux n'ont pas. Donc moi, j'aime beaucoup ce fonctionnement-là. Ouais, parce que j'imagine que les grands groupes, c'est un peu plus compliqué de faire bouger les lignes, parce que tu as des validations, tu as plein de strates de directeurs, de patrons qui doivent valider ton travail. Donc tu peux avoir vite des stops si jamais il y a un N+4 qui refuse que tes préconisations ou quoi. Ou même de faire des interviews, de mettre du budget dans des recherches. Et les startups, peut-être, elles ont peut-être moins de moyens aussi, ou les petites entreprises ont peut-être moins de moyens de faire de la recherche sur du long terme. Donc ouais, ok. Et en fait, les grands groupes, tu vas plus te retrouver dans une position d'exécutant, qui moi m'intéresse moins parce que mon métier c'est plutôt un métier de conseil sur la stratégie beaucoup. Et donc tu parais moins légitime en étant un petit freelance qui vient au sein d'un grand groupe, et en fait il t'appréhende plutôt comme un prestat, un exécutant. Alors c'est pas le cas tout le temps, hein, mais voilà. C'est plus le cas. Alors que les ETI, il y a une forme d'équilibre en fait où on bosse ensemble réellement, et ça je trouve ça vraiment chouette. Trop bien. Mais du coup, c'est toi qui viens les chercher? T'as une prospection, ou c'est eux qui viennent te voir parce que ils ont déjà cette volonté de changer, de se faire une transformation digitale, et en gros ils te contactent? Ou c'est toi qui leur proposes tes services? Comment tu fonctionnes? Alors, moi, tous mes clients, je les ai par le réseau, par le bouche à oreille, voilà, c'est par des contacts qui viennent à moi. Du coup, voilà, on me recommande. Quand j'ai quitté du coup l'agence et que je me suis mise en freelance, j'ai pas mal de collègues, c'était une agence assez grosse, donc j'ai pas mal de collègues qui sont allés dans d'autres boîtes, etc. Donc par ce biais-là, déjà, j'ai pu avoir quelques premières missions, et puis ensuite mes clients ont parlé de moi à d'autres effets boule de neige. Donc je touche du bois, mais jusqu'à présent, j'ai jamais eu à prospecter. Oh, ok.
bien. J'ai jamais eu à le faire. Et, mais autour de moi aussi, les gens avec qui je parle et qui sont en freelance, c'est souvent le cas aussi. Enfin, c'est beaucoup par réseau. Et c'est tant mieux aussi parce qu'on vient me chercher pour les missions pour lesquelles je suis forte, c'est là où je suis bonne, et c'est ce que j'aime faire, et non pas pour une mauvaise interprétation de ce que serait mon métier ou autre. Donc ça, c'est cool. Et en fait, souvent, les clients, ils viennent pas me voir en me disant on est en train de se transformer. Ça, c'est c'est une ambition qui est trop grande, en fait. C'est dur à exprimer, je pense, pour le client, de se dire on est dans une transformation digitale. Oui. Parce qu'ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes, en fait. Enfin, où ils sont dedans, mais ils l'expriment pas comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc profond, de fond. Alors qu'en fait, ils viennent te voir pour... on est en train de refondre un outil, on veut revoir notre app, on veut faire une nouvelle version. Et en fait, c'est par ce biais, par un truc très concret. Ce besoin, de nouveaux services ou d'amélioration d'un service existant, que tu interviens en fait. Exactement. Donc c'est assez flou finalement. Enfin, ils attendent de toi quand même que tu fasses comme une analyse quand même du service. Ouais. Pour leur proposer ce qu'ils ont besoin en termes de méthodo, en termes de moyens. Oui. J'imagine. En fait, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça implique derrière. C'est ça. Ils savent qu'ils ne veulent pas faire leur produit ou leur service comme ils le faisaient jusqu'à présent. Et ils ont entendu parler de l'UX, ils savent à peu près ce que c'est, ils ont des a priori dessus. Mais ils savent. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas non plus la partie justement research et design de service et donc ils découvrent ça chemin faisant et c'est souvent un déclic assez important parce qu'il y a un vrai changement de culture derrière de dire en fait on ne se met pas nous au centre, on met notre utilisateur final au centre et on va adopter son point de vue et ça c'est assez magique. Enfin, moi j'adore ce truc là de changer la mentalité des clients qui se rendent compte en fait de la richesse qu'il y a à juste écouter et observer. Et rencontrer en fait les utilisateurs finaux. Exactement. Et d'adopter leur point de vue et que bosser dans leur coin en se disant on va faire une solution géniale que nos clients vont acheter et vont adorer. Et puis en fait, quand tu vois le décalage qu'il y a en termes d'usage derrière, c'est juste dingue. Et en fait, se dire on va inverser la donne et puis en plus, on va désiloter notre manière de travailler parce qu'à partir du moment où on adopte une vision centrée utilisateur, on se rend compte que la manière de faire n'était peut-être pas la bonne. Donc ça, j'adore, c'est vraiment chouette. Mais effectivement, à la base, ils viennent plutôt pour un truc très concret. Et d'où l'intérêt aussi de bosser en freelance. Moi, je bosse maintenant beaucoup en binôme. J'aime bien faire en binôme, en trinôme, ou des collabs avec des gens qui sont UX designers, justement, parce qu'on a vraiment à s'apporter l'un et l'autre. Dans le sens où... typiquement pour un projet où, là je pense à un projet sur lequel c'était une refonte d'appli, le besoin c'était quand même de tomber l'appli. Moi c'est pas mon métier, c'est pas cette partie-là, mais en même temps il y a besoin pour tomber une appli d'avoir des infos et de comprendre un peu mieux ce qu'on attend de les gens et donc on peut répondre à plusieurs dessus et vraiment couvrir l'ensemble de la démarche UX en fait à deux et voilà ça c'est cool. Ce que j'allais te demander justement c'est le côté un peu frustrant de UX Researcher parce que finalement tu fais plein de recherches, des précos, etc. Mais finalement après tu t'en vas entre guillemets du projet justement quand il faut la développer, quand il faut faire les maquettes. Donc le côté collab du coup c'est top parce que toi ça permet quand même de rester dans le projet et de voir un peu le fruit de tes recherches quoi. Tout à fait. C'est hyper satisfaisant. Oui. Mais est-ce que c'est tout le temps vraiment sur tes projets ou est-ce que justement tu as des projets où tu fais la recherche et après tu t'en vas? Alors quand j'étais en agence, alors qu'on avait des designers aussi en interne, c'était plus le cas, bizarrement. Enfin, j'ai l'impression que, alors qu'on essayait de garder un fil derrière, mais au début, souvent sur une phase exploratoire, j'étais très présente, et puis après, sur vraiment la phase de conception, on faisait des ateliers collaboratifs où j'étais très présente aussi. C'est là que la main se passait au designer, et puis vraiment, quand il rentrait dans le concret on tombe tous les écrans et tout, j'étais plus trop. Ouais. Et là, depuis que je suis en freelance, je le suis beaucoup. Enfin, je le suis encore plus. Okay. Enfin, pas plus, mais pardon. Je recommence ma phrase. Depuis que je suis en freelance, je le suis plus, justement, sur cette phase. Et je reste en fil rouge le fait d'avoir une collab avec un UX designer. Et j'adore. C'est vraiment chouette. Et je pense qu'il y a une vraie valeur à l'avoir. En fait, que la research ne soit pas juste une phase d'un projet, mais reste une démarche, en fait, qui reste sur tout le long du projet. Parce que moi c'est ma vision de l'UX design en général, c'est qu'en fait ce qu'on cherche à comprendre c'est comment créer un produit au service des utilisateurs et non pas l'inverse. Et donc ça,
c'est cette démarche itérative. Et puis itérative. Tu peux pas y arriver d'un coup, en fait, à atteindre ce truc-là. C'est hyper dur. Et pour moi, tout ce qu'on fait en design, c'est juste pour essayer de mieux comprendre les utilisateurs et toujours tendre petit à petit vers un produit qui leur va. Mais tu n'y arriveras jamais d'un coup et tu n'y arriveras presque jamais dans l'absolu. Il y a toujours des problèmes sur un produit ou un service. Et donc pour moi, l'UX design, c'est une démarche qui est étroitement liée à la research. Et donc le fait de garder un researcher présent dans un projet tout le temps, c'est indispensable. Vraiment, et je me rends compte beaucoup plus depuis que je suis en freelance où je garde ce lien-là. Et je vais être plus en retrait sur les phases de design. Mais je reste présente et du coup, ça aide aussi derrière à se dire, ok, là, il faudra tester. Ou là, c'est pas la peine de tester, c'est peut-être pas nécessaire. Et quand on fait des tests, pourquoi? J'ai suivi toutes les réflexions de l'équipe de conception, donc je sais les questions qui se posent. Je peux y participer aussi. On a fait un atelier là en janvier avec un client que j'ai depuis un petit moment. Et où j'ai vu le produit évoluer, et on fait des allers-retours ensemble, et on se pose des questions, toute l'équipe ensemble. Et en fait, le researcher a une vraie place dans cette équipe-là. En fait, t'es pas juste en amont, finalement, tu peux même être en même temps, tu peux avoir une prestation finalement pendant la phase de conception des maquettes, carrément. Et même des tests. Oui, carrément. Parce qu'en fait... Pour le designer qui est en place. Oui, exactement. Je garde en fait la vue utilisateur, tu vois. Et en même temps, ce qui est important en tant que UX researcher, c'est d'avoir cette vue utilisateur, mais c'est aussi d'avoir une vue business, une vue annonceur ou la marque en fait ou de l'institution, peu importe, mais en fait d'avoir la vue des enjeux pour la personne pour le commanditaire du projet. Et il faut faire cet arbitrage en fait. C'est là où c'est de la stratégie et product design un peu, non? Un peu, ouais. Tous ces termes qui... product, service designer, etc. Mais c'est en ça où je parle de service, où je me définis comme designer de service, parce que c'est essayer de comprendre comment on va pouvoir rendre service à travers le produit ou le service ou la formation, ce qu'on va proposer aux clients, aux utilisateurs. Comment faire pour leur rendre service, leur faire quelque chose qui soit utile, qui soit facile à utiliser et tout ça. Donc c'est un peu une démarche de fond. Ouais. Et justement, dans ton quotidien, que fais-tu concrètement? Par exemple, dans tes missions actuelles, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es plus dans l'observation terrain? Est-ce que tu fais des interviews? Alors ça va vraiment dépendre. La méthodo pour le projet, elle va vraiment dépendre du projet, de l'objectif déjà du projet. Pourquoi qu'est-ce qu'on veut chercher à comprendre, qu'est-ce qu'on veut chercher à savoir, qu'est-ce qu'on veut chercher à obtenir à long terme en créant un produit, un service, ou en voulant l'améliorer, ou en voulant le transformer. Donc ça, c'est hyper important déjà. Pourquoi? C'est la base du projet et des besoins finalement. Des besoins du commanditaire et des contraintes aussi. Hyper important de comprendre les contraintes et comprendre. En fait, c'est presque même d'élargir, essayer de comprendre de quoi on parle en fait, parce que le client, lui, il vient, il est centré sur son produit, il est centré sur lui. C'est normal en fait. Il est dans cette culture il est dans une industrie, dans un domaine, et il est centré sur lui et tout ça. Mais à la base, c'est essayer de comprendre finalement, ok, ça c'est vous, et de quoi on parle, essayer de déjà commencer à switcher d'un point de vue utilisateur, quel est le sujet de fond. Et à partir de là, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à savoir là-dedans. Et à partir de là, on va derrière définir justement la méthodologie. Et une méthodologie, c'est une combinaison de plusieurs méthodes. Dans l'idéal, c'est mieux d'avoir plusieurs méthodes. Dans une méthode, par exemple une méthode, c'est vraiment des interviews, des focus group, de l'observation ethnographique, observation terrain. Ça, c'est une méthode. Ou une enquête quanti. Donc toi, tu préconises d'avoir plusieurs méthodes pour répondre vraiment à cette phase de recherche. Oui. Une méthodologie, c'est vraiment combiner plusieurs méthodes parce qu'en fait, chaque méthode a ses avantages et ses limites. Et en fait, en combinant, en faisant au moins deux, tu vas prendre le meilleur des deux et puis contrer les limites des unes et des autres. Après, c'est pas toujours possible. Ça, c'est dans l'idéal. Moi, j'essaye de pousser ça. Des fois, tu as des contraintes de temps, tu as des contraintes de budget. Oui, c'est ça, parce que du coup, j'imagine que de l'observation terrain, des interviews, les interviews, c'est hyper long. Par exemple, pour faire des vrais personnages, je sais que c'est un travail de dingue. C'est pas juste télécharger une template sur Figma et changer la photo, quoi. Non. C'est beaucoup plus que ça. Oui.
En réalité, et c'est vrai que parfois les clients, ils s'imaginent pas, en fait, ils sont limite pas prêts, tu vois, à faire autant d'interviews, de mettre autant de temps et de budget dans ça, en fait. Comment toi, tu fais pour expliquer à ton client l'importance de justement mettre en place ces méthodologies parce qu'elles peuvent être plus ou moins longues, et comme tu dis, en plus, il y a peut-être des contraintes de budget ou de temps. Ouais. Donc, ça va pas être simple, tu vois, de trouver la bonne méthode qui respecte à la fois le budget, le temps et le besoin du client, finalement. Oui. Mais en même temps, c'est comme tout en design, les contraintes sont des opportunités et ça t'aide à cadrer justement et à rendre possible les choses, parce que si on devait faire vraiment les choses dans les règles de l'art, ça pourrait prendre des mois et des budgets énormes et personne ne les a. C'est très rare d'avoir des annonceurs qui les ont. Ça, c'est plutôt dans le privé, dans le public, c'est plus compliqué. Moi, c'est quelque chose que j'aime justement, d'essayer de me creuser la tête pour trouver la bonne méthode. Qui rentre dans le moule. Et surtout qui va atteindre l'objectif et qui va... Il y a une autre contrainte aussi, ça peut être le recrutement. Il y a des types d'utilisateurs qui sont pas faciles à recruter. Il y a des périodes qui sont moins évidentes. Enfin, il faut essayer d'être malin avec toutes ces difficultés-là. Et du coup, j'aime bien essayer d'avoir des approches un peu créatives là-dessus. Je me souviens d'un gros projet que j'avais fait quand j'étais en agence. On avait bossé pour la SNCF et on devait on avait fait tout un design sprint et on avait identifié des solutions pour des voyageurs qu'on voulait aller tester en gare, tu vois, parce que la gare, j'avais fait toute une grosse étude avant, mais la gare, c'est un endroit hyper stressant où tu as peur de louper ton train et tout ça, et c'est dur en fait de mener une étude, d'avoir des feedbacks des utilisateurs dans un contexte stressant comme ça. Et en fait, on s'était dit, on va créer un jeu. On va créer des petits supports de jeu, parce qu'on avait fait 6 supports de jeu différents pour faire réagir les gens, et ça avait hyper bien marché. On avait eu des retours hyper rapides parce qu'on abordait les gens d'une manière sympa et qui leur donnait envie de participer. Et ça nous avait permis d'avoir des retours hyper qualitatifs en très peu de temps et beaucoup de matière. C'était sur le développement d'un produit du coup de la SNCF, une application ou quelque chose Là pour le coup c'était une stratégie de service. C'est suite à l'arrivée des portes d'embarquement sur les lignes TGV, où ils craignaient à l'époque qu'il y ait une sorte de rupture dans le parcours, que ça crée une barrière psychologique entre la gare et le train, et que les gens aillent plus vite dans le train et passent moins de temps en gare. Et donc c'était essayer de trouver des solutions pour continuer de rendre la gare attractive et s'adapter à ce changement, etc. Faire en sorte que les gens apprécient quand même la gare. Ouais, et aussi proposer comment tu consommes différemment, comment tu peux peut-être fluidifier la manière de, prendre ton café, mais aussi s'adresser par exemple aux cibles pro en gare, comment tu peux proposer des services, réserver une salle de réunion en gare, plein de trucs qui sont aussi pas mal développés depuis. Et donc on avait besoin d'avoir des retours des gens là-dessus, et ça s'était hyper bien passé. Et toute cette approche de jeu, j'avais fait une conférence au Blend Webmix il y a 5 ans maintenant. Là-dessus, ensuite on l'avait un peu développé sur d'autres projets. Sur le jeu dans la recherche. Ouais. Comment attirer finalement les utilisateurs par le jeu. Ouais, attirer et aussi engager. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent les approches un peu ludiques, on s'en sert beaucoup en phase de design, dans des ateliers collaboratifs pour ouvrir la créativité, faire en sorte que les gens se lâchent et explorent d'autres possibles. Et en fait, on s'est dit, on va utiliser, nous, en phase de recherche, pour que les gens se sentent moins jugés, pour qu'ils aient envie de participer. C'est naturel aussi, et qu'il y ait moins de biais, quoi. Exactement, ouais. Et lâcher un peu, leur dire qu'ils oublient en fait dans quel cadre ils sont, parce que l'idée c'est d'explorer eux, leur perception, leur façon de voir derrière, et en fait d'avoir cette approche là, on a vraiment remarqué que c'est beaucoup plus engageant et ça donne plus envie de participer, et effectivement ça enlève des biais hyper intéressants. Donc, parce que justement les biais c'est quelque chose qui est assez présent dans ton métier. Ouais. En tout cas on en a tous des biais. Même si on les connaît, malheureusement, on en dit on est humain. Mais justement, en entretien, moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait limiter certains biais qui peuvent biaiser en fait les résultats lors d'une interview ou d'un test. Toi, comment tu appréhendes ça, justement, le côté biais cognitif ? Ouais, alors il y a même biais. Moi, un de mes marottes, un truc sur lequel je me concentre beaucoup, c'est le recrutement. Souvent.
enfin souvent, quand tu disais que les clients ne se rendent pas compte de ce que ça implique, cette phase de recherche, le parent pauvre en fait, de la recherche, c'est souvent le recrutement. Où, on néglige ce truc-là, on ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir. De la qualité du recrutement? Ouais, en fait, de faire un bon recrutement, parce qu'en fait, le premier biais, il est là, de ne pas recruter les bonnes personnes. Et si tu ne recrutes pas les bonnes personnes, si tu ne recrutes pas un panel suffisamment divers en termes d'usage, d'accord, c'est pas juste en termes de critères socio-démo, mais te dire, bon, si on parle du vélo, par exemple, si on étudie des gens qui font du vélo en ville, je vais essayer d'avoir à la fois des gens qui en font jamais, et puis à l'autre extrême, des gens qui en font tous les jours. Et entre les deux, il y a une diversité d'usage qui est énorme. Donc, si j'ai dans mon panel que des gens qui font énormément de vélo, ça va complètement biaiser derrière le résultat. Donc pour moi, la première façon d'éviter des biais, c'est déjà de travailler très finement le recrutement, en tout cas le mieux possible. Pareil, il y a plein de contraintes, on n'arrive jamais à avoir le panel idéal, etc. Mais moi, je suis toujours hyper investie sur cette phase-là, qui est longue en plus, qui est assez fastidieuse, qui prend du temps. Je suis très investie parce qu'en fait, la qualité de ce recrutement a un impact derrière sur la qualité des enseignements que tu vas avoir et donc sur les décisions que tu vas prendre dans ton design. Le premier truc, quoi. Donc si ça a vraiment une importance telle, ça aura un impact sur quand même le produit fini. Donc c'est hyper important. Oui. Donc, s'assurer que tu vois, entre la personne qui fait jamais de vélo et celui qui en fait tout le temps, que tu vas avoir dans ton panel un petit peu quelqu'un qui en fait une fois tous les 3 mois, quelqu'un qui en fait toutes les semaines pour le plaisir, quelqu'un qui en fait son mode de transport. Au moins avoir, tu vois... un panel diversifié. Voilà, un panel diversifié. Qui représente un peu l'ensemble des utilisateurs. C'est ça, sur différents critères, sur le digital, te dire, ok, finalement, par rapport à notre sujet, c'est quoi les trucs importants, il va falloir avoir cette diversité d'usage et derrière, pouvoir commencer à travailler ça. Ou des fois, tu choisis de biaiser justement en disant, nous, on s'adresse que aux gens qui font beaucoup de vélo, donc là-dessus, on va avoir ce truc-là. Mais du coup, comment on crée une diversité sur d'autres points? Mais du coup, comment tu fais ça reste hypothétique. Du coup, c'est à toi de faire comment tu fais justement pour déterminer qui tu vas recruter en termes de panel. C'est là où c'est hyper important aussi d'avoir de la data au maximum, des données de l'entreprise sur ses clients, savoir si eux déjà ils ont des infos ou d'avoir des études. Il est déjà arrivé par exemple sur un projet que j'avais mené où on manquait d'infos justement pour pouvoir comprendre quels étaient les critères vraiment clivants sur lesquels il fallait avoir cette diversité. Et on avait fait une étude quanti du coup en amont pour pouvoir mieux cerner en fait par rapport à ce sujet-là. Donc tu envoies un formulaire pour le coup là on était passé carrément par une agence qui fait des études quanti assez poussées parce qu'on avait besoin d'un truc avec beaucoup un gros volume de répondants. Ça c'est un cas assez extrême. En général, tu as quand même un peu une base de connaissances clients, de la documentation, des choses qui permettent un petit peu d'avoir des données. Et une réflexion là-dessus. Mais oui, tu fais un peu des paris, des hypothèses et tu discutes avec les équipes métiers. Ils ont une connaissance qui est biaisée, mais ils ont quand même une connaissance. Et donc, en croisant ça avec... Tu arrives à être quand même au plus juste... Voilà. Après, oui, comme tu dis, il y a toujours un biais. Et puis, il y a la vision idéale du panel qu'on aimerait avoir. Et puis, il y a ce que tu peux recruter dans la réalité, quoi. Donc, souvent, il faut faire des concessions. Mais derrière, c'est important, justement, de remettre en perspective toujours les résultats que tu obtiens avec le panel que tu as réellement eu. En disant, il ne faut pas oublier que en fait, notre panel est constitué de ça, ça, ça. Donc, les creux, les trous qu'on a dans la raquette, c'est peut-être sur ce truc-là et ce truc-là. Et donc, potentiellement, refaire une étude sur ces personnes-là. C'est là que tu dis que c'est itératif. Quand tu recrutes, tu fais une première phase de méthodo avec, par exemple, des interviews. Et qu'il te manque finalement, que tu te rends compte qu'il manque une personnalité importante, un utilisateur important. Ouais. Tu refais du coup, tu réenclenches ta méthodo en recrutant encore? Ou est-ce que tu dis c'est tout, on prend en compte, on le note et... Souvent j'ai pas le temps parce que derrière en fait toute la phase de conception elle est déjà calée et mon travail de conception, de retouche, ça peut être des tests utilisateurs aussi. Donc c'est compliqué de revenir à... C'est compliqué là sur la phase que tu es en train de créer de dire non mais en fait on s'est planté, il faut recommencer. Mais tu vas te dire plus tard, par exemple en phase de test, qu'on garde ça en mémoire. Et Donc tu te notes tous les creux ou les biais que tu as pu avoir
lors de cette méthodologie-là, et après tu corriges entre guillemets au niveau des tests, oui. Tu confirmes ou infirmes oui. l'hypothèse. En fonction de comment évolue le projet, ce qu'on a envie de savoir et de pas savoir. Parce que si tu peux assumer que ton truc il était biaisé sur ce truc, tu vois, sur cette partie-là, qu'en fait on avait pris le parti de prendre, je sais pas, les gens qui sont déjà abonnés au service depuis toujours. Et te dire, bon, bah, du coup, on travaille là-dessus et la prochaine fois, on travaillera sur les gens qui ne sont pas abonnés parce que dans la phase de développement du produit, on voulait d'abord s'adresser aux gens qui sont déjà conquis et comment les faire évoluer. Et ensuite, on va aller conquérir de nouvelles cibles et donc comment on va les toucher eux, par exemple. Mais oui, c'est des choses à toujours avoir en tête. Ouais. Donc ça, premier truc sur les biais. Ensuite, deuxième point, c'est dans la manière vraiment de construire la méthodologie. Et le fait d'avoir plusieurs méthodes aide à limiter les biais quand même, parce que tu peux avoir des données qui sont des fois contradictoires et qui sont intéressantes, qui permettent de révéler que telle méthode, justement, il y avait un biais à tel endroit. En général, tu en as combien des méthodos Bon, déjà, si tu en fais 2, franchement, c'est bien. 3, c'est super. Mais 2, c'est bien. Par exemple, je pense à un projet l'an dernier, on avait fait et des interviews et un carnet de bord. Non, mais en fait, on avait fait 3. On avait fait des interviews guérilla. C'était un projet pour un domaine de ski. On est allé faire des... pour l'expliquer rapidement. Ouais, donc c'était en fait... on avait bossé sur un design sprint avec pareil, une proposition d'un nouveau service numérique pour plus explorer le domaine en fait, qui permet de découvrir des tas de points d'intérêt ou de redécouvrir ou de se donner des idées de où aller skier tout simplement. Et donc on avait conçu un dispositif ludique et avant même de se lancer dans la conception, on était déjà allé faire des tests pour vérifier qu'il y avait de la valeur dans ce qu'on avait pensé, sur vraiment la proposition de valeur, le cœur du truc, et aussi sur déjà les grands moyens du dispositif, est-ce qu'on partait dans la bonne direction et comment il fallait le présenter et tout. Et donc on avait créé des faux supports de com du futur, comme si le truc existait déjà, et on est allé sur le terrain. Et là, donc typiquement, on n'avait pas forcément beaucoup de temps parce que derrière, il fallait rentrer sur la phase de conception. Et de toute façon, sur le ski, le mieux c'est d'aller sur place. Le guérilla, souvent, c'est vu comme étant le guérilla, pour le définir, c'est une méthode où on va sur le terrain, on recrute pas justement, on va à la rencontre des gens là où ils sont naturellement. Et donc pour avoir des skieurs, on a mis nos skis et puis on est allé sur le domaine. C'était dur. C'était très dur. Donc sur cette méthode-là, on est allé interviewer les gens. On s'est rendu compte que le meilleur moment pour les interviewer au ski, c'était dans les cabines. Parce qu'on avait... ils n'ont pas le choix. Et tu as 10 minutes de remontée. Et en fait, c'était génial. Même, on enregistrait pendant l'interview. C'était hyper quali. On avait un son génial. Et les gens, ils sont super contents de parler en plus dans les remontées mécaniques. Parce tu t'ennuies. Exactement. Ils aiment bien discuter avec d'autres gens. Et puis moi, je les abordais de manière un petit peu... convivial en disant ça va, vous faites vos vacances, etc. Voilà. Et du coup, on avait des super retours et on restait dans la cabine, on redescendait dans la cabine et en fait, c'était trop marrant. Et comme ça, on avait enchaîné plein et c'était hyper nourrissant. Donc là, on a eu cette méthode-là. Et derrière, en fait, en parallèle, on avait créé c'était une espèce de prototype de ce que serait la solution, mais vraiment en low-tech. Pour le coup, moi j'adore avoir cette approche low-tech pour parler d'un truc, pour explorer la valeur d'un service digital derrière. On avait juste créé une carte du domaine avec, il fallait qu'ils colorient avec des crayons de couleur, un truc où il fallait qu'ils aillent à certains points. Qui était exactement la mécanique de ce qu'on avait pensé qui serait sur le digital derrière. Mais là, ils étaient en autonomie pendant leur séjour. C'était une version hyper low-tech de ce qu'on avait et ils l'utilisaient pendant une semaine. Et après ça, on faisait des focus group pour qu'ils débriefent de l'expérience qu'ils avaient eue et qu'on confronte un peu les points de vue, etc. Donc là, tu vois, on avait fait 3 méthodos finalement complémentaires. Il y avait du guérilla, on va à la rencontre et donc on peut aussi observer les gens, comment ils se comportent. Tu fais un petit peu d'ethno rapidement, un peu d'observation. Du carnet de bord et du focus group où là on avait la dynamique collective, des gens aussi qui discutaient entre eux qui se donnaient des tips, nous on est allé à tel resto, tel truc, je suis super preneur, on avait des... ça rejoint ce que tu disais aussi de compléter du coup les méthodes entre elles, parce que par exemple là où tu étais dans les cabines, tu interviewais plus une ou deux personnes,
c'est très quali, mais c'est très auto-centré. Enfin, il n'y a pas forcément de... Enfin, c'est très direct, on va dire. Ouais. Alors que les focus group, voilà, ils rebondissent entre eux, ils réagissent entre eux. Enfin, il y a d'autres... Donc il y a aussi des biais, bien évidemment. Ouais. Mais, par contre, c'est hyper intéressant d'avoir cet effet de masse qui fait que tu as des retours aussi tout autres qu'une interview dans une cabine, par exemple. Carrément. Donc en fait, ça matche bien, je trouve. Mélanger quelque chose d'assez large avec, certes, des biais, mais une vision un peu plus globale et collective, et une plus centrée sur l'utilisateur. Son expérience, puis il y avait vraiment dans le focus group des discussions informelles, on vise ça quand on fait des focus group, qui se créaient et qui étaient super intéressantes et spontanées, et c'était vraiment chouette. Et ça a pris combien de temps du coup, de faire par exemple ce projet? En général, c'est à peu près entre 1 à 2 mois. Oui, ce que j'allais dire, du coup, tes clients, c'est à peu près la durée que tu as, ou tu as des clients qui te demandent genre 1 an de recherche, ou d'autres 1 semaine, ou c'est en général plutôt autour de 1-2 mois, ou ça dépend vraiment? C'est jamais 1 an de recherche, j'ai jamais. La plus grosse mission que j'ai faite, je l'ai faite cet été avec Jean-Yves. On avait 50 interviews à faire dans 4 pays. Et du coup, c'était pas nous qui animions les interviews il y avait la France, mais dans les 3 autres pays, c'était pas nous qui animions les interviews, donc il fallait coordonner, il fallait monter toute l'étude. L'organisation, ça devait être chose, quoi. Justement, définir quel est ton panel, quels sont les critères, communiquer les critères de recrutement aux autres, vérifier le recrutement. Enfin, moi, je suis restée derrière à vérifier que les profils, Toi, c'est ton truc, à faire le choix. Non, parce que vraiment, c'est déterminant derrière, quoi. Et puis derrière, à construire tout le protocole d'études, tout ça. Et ça, c'était ultra short parce qu'il fallait qu'on le fasse en 2 mois, en plein été. Chaud. C'était ultra chaud. T'as personne, quoi. Et donc, c'était faisable. Au final, on a réussi. On a galéré. Et animer, nous, les interviews en France. Et en même temps, briefer les gens qui faisaient les interviews à l'étranger, leur donner la même trame, leur donner des outils pour qu'ils donnent les retours utilisateurs, qu'on ait en tout cas des outils communs pour pouvoir comparer les données, parce que c'était l'idée d'avoir une étude comparative. Donc c'était un sacré truc, J'imagine, sur 2 mois. Mais en général, c'est 2-3 mois. Les grosses études, ça a pu être 2-3 mois. Et quand ça dure 1 an, en fait, c'est qu'il y a des itérations. Oui, tu vois. En fait, il faut rappel à toi pour un autre service ou une autre fonctionnalité. Ou que je reste dans le projet, comme je te disais, en fil rouge, où en fait, je participe au... Un peu de loin, tu reviens pour les tests. Alors après, un truc que j'ai pas dit qui est hyper important, mais je fais aussi de la facilitation. Et j'adore aussi, en fait, faire le lien justement entre la partie étude et la partie conception en animant des ateliers de co-conception. Et où en fait... ce qui me tient vachement à cœur, et ça c'est un truc que j'aimerais faire, que j'ai peu fait pour l'instant et que je suis en train de commencer à faire avec les clients, c'est d'embarquer les clients aussi, de faire de la co-research, on va dire. Parce qu'en fait, c'est génial que moi je comprenne des choses sur leurs clients, etc. Mais au final, c'est pas mon projet, c'est pas mon produit. Et je reste convaincue que l'UX, c'est d'abord une approche, en fait. C'est de réussir à écouter le client, écouter l'utilisateur final. Et en fait, ça a beaucoup plus de valeur quand c'est l'équipe projet, quand elle est embarquée aussi sur le terrain, quand elle va elle-même à la rencontre de ses utilisateurs. Ça décuple énormément derrière les choix de conception. Et donc, ça c'est un truc que j'ai envie que je suis en train, on va dire, de développer. J'ai un de mes clients, tu vois, l'an dernier, on avait fait c'était les premiers tests utilisateurs qu'ils organisaient, c'est l'éditeur jeunesse. Et en fait, quand on a commencé le projet avec le designer avec qui je travaille, on leur a dit très vite, c'est super, vous faites un produit pour des enfants, mais... tu as déjà rencontré des enfants. Voilà, vous n'êtes pas des enfants, en fait, parce qu'ils n'arrêtaient pas de mettre en avant, c'est une app pour enfants, etc. Mais là, oui, mais en fait, vous ne pouvez pas designer pour les enfants, c'est designer avec les enfants. Donc, il va falloir les inclure dans le projet. Et en fait, on a fait les premiers... On a d'abord bossé en équipe projet, à créer un proto, le truc classique en UX. Et puis, un proto interactif, on allait le tester auprès d'un binôme parents-enfants. Où en fait leur produit s'adresse à des enfants de 3 à 10 ans, donc on avait 3 catégories d'âge,
Et par catégorie d'âge, on a eu 5 utilisateurs, enfin 5 binômes. Donc au total, on a eu 15 binômes par enfant, donc 30 personnes dans une journée. Wow. Bien fatigué. Et on séparait le parent et l'enfant. Donc ça faisait qu'en fait, il y avait 6 sessions de tests en parallèle toute la journée. Et donc pour ça, je ne pouvais pas le faire toute seule. Donc c'est là où la personne de l'équipe études, les équipes études sont venues nous aider à animer. Et puis aussi, j'ai formé des gens de l'équipe projet à mener des interviews. C'était la première fois qu'ils le faisaient. Alors certes, il y a eu des biais dans leur façon de le faire et tout. Finalement, tu as limité au maximum. En tout cas, voilà, je les ai formés là-dessus et puis ils ont découvert cette approche et ils ont adoré. Enfin, ça a été un déclic pour eux en termes de culture hyper fort où en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient rien à leurs utilisateurs. Ils ne savaient pas comment se comportaient les enfants. Parce que pour le coup, s'il y a bien une cible que tu ne peux pas prévoir, c'est les enfants, comment ils se comportent. Et ça a complètement changé leur manière de faire le produit. Okay. Et maintenant, c'est eux qui sont proactifs. Au début, j'ai un peu poussé, tu vois. Ouais, et maintenant, c'est eux qui sont là. Limite, ils veulent faire des tests tout le temps. Tu vois. Dès qu'on fait un choix, ils veulent aller voir les utilisateurs. Et il faut les freiner aussi parce que c'est pas la peine de le faire tout le temps. Mais donc voilà. Et donc cette démarche-là. C'est hyper important d'inclure le client dans cette phase-là. Ouais. Où finalement, toi, tu es un peu toute seule avec tes petites méthodos, etc. Mais en fait, il y a un impact qui est quand même énorme d'inclure ton client. Oui. Déjà pour lui, pour son produit, de s'approprier son produit. Oui. Et de se dire, mais en fait, pourquoi je travaille ce produit-là? Pour qui, en fait? Exactement. Et ça, je pense que ça, en plus, ça leur fait gagner un peu plus de motivation et d'envie de s'impliquer dans les recherches, dans l'UX Research. Et d'avoir cette vision centrée utilisateur qu'ils ont du mal à avoir. Eux, ils sont plus centrés business ou, tout à fait. Ou fonctionnalité, quoi, mais très pratico-pratique, quoi. Ouais. Pas forcément dans l'humain. Donc chouette, franchement, c'est une bonne non, c'est vraiment cool initiative. Et ça les aide en fait énormément derrière à faire des choix. Oui. Parce qu'en fait, quand ils ont ils ont été confrontés et là où ils se prennent la tête des fois sur des trucs à dire est-ce que c'est ça ou ça, non, là ils l'ont vu, ils l'ont ressenti. Mais j'aime bien dire qu'en fait la connaissance utilisateur, elle est incarnée en fait. On rencontre un humain, on sent ce qu'il ressent, ça passe par le corps en fait. Et mon travail, si je le fais moi dans mon coin, en fait mon livrable à la fin de ma phase de research, il va être intellectualisé. Tu vois, je vais digérer plein de choses, je vais raconter plein de trucs, c'est super. Hein, et j'ai beau le rendre le plus émotionnel possible, j'essaye de faire des livrables qui soient pas un PowerPoint chiant, et trouver justement des moyens que les gens s'approprient ce que ressentent les utilisateurs, etc. C'est pas évident, quoi. Et c'est pas évident. Ouais. Et en fait, ce sera jamais aussi bien que d'embarquer les gens avec moi sur le terrain. Et du coup, cette phase plus intellectuelle, ce travail d'analyse, il est hyper important aussi dans la research, c'est là qu'est la valeur, je pense. Il sera d'autant plus apprécié qu'ils auront aussi vécu le truc et que ce sera un autre éclairage puisque je suis externe. Donc, les faire monter en compétences sur la research ne veut pas dire qu'ils peuvent être autonomes non plus tout de suite. Et que mon métier sert à rien, ça sert plus à rien, mais au contraire, c'est que je suis plus là pour les accompagner dans cette démarche-là et en même temps garder une sorte d'œil extérieur, parce qu'ils viennent me chercher aussi pour ça. Parce que ce qui est compliqué, je pense, quand tu es en interne et que tu fais de la research, c'est que petit à petit, tu te fais bouffer par une connaissance plus forte du produit, par de la politique aussi dans les organisations. Qui font que c'est difficile d'avoir une vue assez objective. Des freins, parce que parfois tu peux émettre des hypothèses et vont tout de suite te freiner peut-être en te disant ah non, ça c'est pas possible. Voilà, parce exactement. Que on avait déjà proposé il y a un an, mais finalement on nous a dit que non. Exactement. Tu as toutes ces réactions-là du client qui sont légitimes, mais qui peuvent aussi un peu contraindre un peu les recherches. Quoi. Carrément. Et tu fais avec. En fait, quand tu es externe, c'est vachement facile d'avoir cette posture de mettre le doigt là où ça fait mal, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ton rôle. On vient te chercher pour ça, tu es un consultant. Et ça m'a vachement questionné moi, à un moment, parce que j'échange aussi avec des confrères du métier et tout, qui sont eux en interne, quoi. Et moi ça me questionne, des fois je me dis j'aimerais bien aussi aller voir ce que c'est le métier dans une boîte qui est structurée, qui a vraiment des process, parce qu'il y a maintenant la research est en train de grossir énormément en France et il y a des tas de boîtes où ça a l'air super intéressant de monter un research repository où vraiment tu vas, donc qu'est-ce qu'un research repository?
En fait, c'est essayer d'avoir une espèce de base de données de toutes les données que tu peux collecter au fur et à mesure des différentes études que tu mènes concernant un client final. Et te dire qu'en fait, si tu fais une étude sur un produit A et sur un produit B, en fait, quand tu vas créer un produit C, tu peux déjà capitaliser sur la matière qui avait été collectée sur les produits précédents. C'est un peu le même principe que l'Atomic Research. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Le repository. J'ai entendu ça dans des grands groupes aussi où ils font de l'Atomic Research. Où justement, ils ont une grosse base de données de tout ce que tu dis, de tous les tests, interviews, toute la phase de recherche, tout centralisé. Et du coup, quand tu crées un nouveau produit, tu ne démarres pas de zéro. Exactement. Tu peux quand même réutiliser des données utilisateurs hyper importantes pour avoir une base de ton travail et économiser du temps et avancer plus vite. Oui, tout à fait. L'Atomic Research, c'est la manière de se dire on va atomiser nos enseignements. Et le repository, c'est comment tu structures tout ça, en fait. Et ça, tu vois, par exemple, ce genre d'approche, moi, je ne l'ai jamais mise en œuvre parce que je suis externe. Oui, et ça besoin forcément dans ces projets-là. Voilà. Après, je pourrais potentiellement peut-être travailler avec un client pour l'aider, quelqu'un qui serait assez mature, l'aider à structurer ça. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu à le faire et ça m'intéresserait vachement. Et en même temps, je me questionne vachement. Moi, j'ai l'impression que mon métier, il apporte vraiment de la valeur quand il est externe et que justement, tu restes un électron libre qui peut se permettre de dire ce qui peut faire mal. Oui, justement, en fait, si tu es embauché en interne, je trouve que tu as quand même une pression hiérarchique quelque part. Il y a quand même une notion un peu politique aussi, même pour les petites boîtes, il y a aussi ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident de mettre le doigt sur les trucs qui font mal. Oui. Sachant que tu es embauché, je trouve la posture elle est quand même assez difficile à porter, alors que quand tu es externe et prestataire, on t'a missionné pour ça, et tu as quand même un œil extérieur, donc du coup tu peux te permettre de justement mettre le doigt où ça fait mal. Exactement. Donc, et même on vient te chercher pour ça parce que... Ils ont besoin de cet avis franc. Et pour moi, la research, elle sert à ça, en fait, parce que c'est comprendre là où tu te plantes, en fait. C'est pas comprendre là où tu fais bien les choses. Alors c'est bien de le savoir quand tu fais bien les choses, mais, et de pouvoir du coup le décupler, etc. Mais c'est comprendre là où il y avait un angle mort dans ta vision du produit et que tu n'arrivais pas à le voir et que tu restais trop sur ta vision à toi. Moi il y a une méthode que j'adore, c'est l'observation ethnographique, observation terrain, qui consiste à aller passer du temps avec les personnes dans leur quotidien, dans leur environnement. Ça vient des sciences sociales, ça vient des ethnologues qui allaient à l'époque dans des tribus primitives observer les autochtones. Mais j'aime bien refaire ce lien-là parce que je trouve que c'est hyper intéressant de se dire qu'on peut le faire aujourd'hui dans un environnement qui est très quotidien, qu'on connaît, et en fait se dire qu'on peut à nouveau porter ce regard très naïf, comme si on connaissait rien et qu'on redébarquait dans un univers qui nous est familier. Et je suis très fan, par exemple, de l'émission Striptease qui passait sur France 3, l'émission belge. Et en fait, moi, mon rêve, ce serait de réussir, par exemple, dans un livrable, de faire une mini-émission de striptease, quoi, tu vois, un petit reportage, 10 minutes avec juste un montage en immersion où tu es avec les gens. Parce qu'en fait, mais pour faire ça, ça demande des moyens énormes pour que ce soit qualitatif et qu'il y ait un intérêt. Mais pour moi, la valeur, elle est là, quoi. C'est en fait de réussir tu rentres en empathie, en fait. Quand tu regardes striptease, tu rentres en empathie, tu comprends. Alors, ce sont des personnages qui sont hyper édulcorés, voilà, exactement. Mais il y a une approche en fait très documentaire. Le métier de UX Researcher, pour moi, c'est une approche documentaire où tu vas documenter. Des chercheurs de documentaire. Où tu vas dans des livrables faire un podcast. Des choses qui sont dans quelque chose de très documentaire et qui permettent de rapidement créer de l'empathie. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de créer de l'empathie. Et donc, être créatif dans les méthodes, etc., c'est juste une manière de s'apprivoiser avec la personne qu'elle nous fasse confiance, en fait. L'objectif, c'est que la personne, elle nous fasse confiance, qu'on devienne une personne, un interlocuteur avec qui elle va pouvoir se lâcher, raconter son quotidien, raconter ce qu'elle pense, oser dire tout ça. Et c'est là où on va apprendre énormément de choses. Donc, ta méthode préférée, du coup, l'observation terrain. L'observation terrain. Il y a plusieurs sortes d'observation terrain. Toi, c'est vraiment l'observation terrain où tu te camoufles un peu avec les utilisateurs, où tu vas te présenter comme étant une analyste.
Bah, tu te présentes comme... ouais, moi, celle que je préfère, c'est les observations participantes. Mais tu es toi-même utilisatrice. Ouais, voilà. Non, où tu participes, tu vas donner un motif pour lequel tu viens être aux côtés de la personne, mais tu vas être avec elle. Et tu te présentes, oui, comme je viens voir comment tu fais, ou je suis en train de me former, il faut que tu m'apprennes comment on fait. Parce que celle-ci elle est chouette parce que tu es à la fois observateur mais tu peux aussi questionner de temps en temps. Tiens, tu peux m'expliquer là ce que tu es en train de faire? Tu vas avoir une approche un petit toujours assez naïve. J'en ai fait une hier matin. Donc là c'était pour c'est dans le bâtiment, des installateurs de domotique. Donc je suis allée sur un chantier avec donc, mon client qui m'embauche, un développeur qui est venu avec moi. C'était hyper cool qu'il soit là parce que lui il avait une approche vraiment très technique, tu vois, il connaît très bien son produit. Alors que moi j'avais c'est rare d'emmener les développeurs en plus. Et alors, les développeurs c'est ceux qu'il faut emmener le plus parce que eux ils sont au bout de chaîne et en fait ils adorent. Après ça leur donne une motivation parce qu'ils savent ce que tu disais tout à l'heure, ils comprennent que leur métier a un sens, que ça sert à des gens. Et c'est vraiment inclus dans le projet, dans le résultat. Quoi. Ouais, et ils peuvent avoir plein d'idées géniales avant, dans la conception, pour nourrir des choses qu'eux vont produire. Donc hier, on est allés tous les deux accompagner un poseur de portail électrique. Et en fait, il y a toute une solution, tout un applicatif qui permet de commander ce portail. Et c'était une personne qui galérait à l'utiliser. Et le fait rien qu'on soit là, alors, ça crée un biais, mais le fait qu'on soit là et qu'on lui pose des questions, il a réussi par lui-même à se dépatouiller. Et en même temps, il a galéré à des endroits... Qui semblait évident. Non, qui était hyper dur, était vraiment hyper dur et c'était super intéressant de le voir sur le terrain. Et donc le développeur qui lui bosse sur le truc, il a compris quoi. Il disait mais c'est compliqué quoi, c'est vraiment c'est incompréhensible, c'est normal qu'il n'y arrive pas en fait. Et c'était génial, tu vois, on est allé avec lui dans son petit camion sur le chantier, tout ce vécu-là, et c'est dans ces moments-là hyper anodins qu'il se passe plein de trucs, que tu apprends plein de choses. Moi, ce que j'adore aussi dans toutes les méthodes que je fais, c'est toutes les discussions qui sont du small talk, où en fait, tu as l'impression que tu parles de trucs qui ne sont pas liés au projet, mais qui te donnent vachement d'infos sur ce que vit la personne, ce qui est important pour elle, ce qui a de la valeur. Et des fois, ça, c'est pas toujours évident. Par exemple, dans la méthode d'interview, tu as des gens qui divaguent, tu as l'impression qu'ils s'en vont de ton sujet. Moi, je fais quand même en sorte de les laisser parler jusqu'à un certain seuil où tu dis bon, on est en train de perdre du temps, il faut qu'on revienne sur notre sujet. C'est sur du semi-directif, quoi. Tu recadres, mais en laissant quand même une petite liberté. Tu laisses une petite liberté et c'est hyper intéressant. Des fois, vraiment, elle parle d'un truc qui n'a rien à voir. Je donne un exemple. J'avais fait des interviews en visio avec des gens qui avaient fait des travaux de rénovation eux-mêmes chez eux d'isolation. Parce que je bossais pour un fabricant de produits d'isolation et ils voulaient développer une gamme de produits en do-it-yourself. Et donc, on interviewait des gens qui l'avaient fait eux-mêmes et comprendre comment ils l'avaient vécu. Et du coup, c'était post-Covid, donc on pouvait pas, c'était plus compliqué. Puis, du coup, on a fait des interviews en visio et ça avait une super opportunité aussi de le faire en visio parce que je leur disais, faites-le sur le lieu où vous avez fait les travaux. Si vous pouvez m'envoyer des photos en amont de vos travaux et puis vous pourrez me montrer aussi en vidéo où c'est, des choses. Et c'était génial, en fait. C'était à moitié de l'immersion aussi, tu vois. Bref. Et je me souviens d'une personne qui tchatchait et puis il montrait, en plus c'était assez génial, il montrait son ordi en même temps, les produits qu'il avait achetés. Et du coup, je voyais sur quel canal il achetait, j'avais même pas besoin de lui poser la question. Enfin, génial. Ouais. Et en fait, il montrait vachement, tu vois, il arrêtait pas d'insister sur les caractéristiques des produits, etc. Puis je suis là, je m'en fous, enfin, tu vois, je me disais, c'est pas très important là, ce que tu es en train de me raconter, enfin, moi, mon fort intérieur. Puis en fait, en re-regardant la vidéo après coup, à force qu'il me raconte toutes ces petites anecdotes un peu techniques de comment il avait monté ça, puis comment il avait fait ça, je m'étais dit, mais en fait, ce qui est super important pour lui, c'est de se sentir un peu bon bricoleur, quoi. Finalement, ce qu'il essayait de me raconter derrière, c'était sa technicité ou ses compétences qu'il voulait mettre en valeur. Exactement. Puis en fait, et du coup, ça c'était un truc peut-être intéressant justement derrière sur le produit de te dire valorise en fait tes utilisateurs comme quoi ils sont capables mais qu'en même temps ils sont un peu experts et que cette technicité-là et leur expertise. Quoi. Voilà, enfin en tout cas que c'est pas le bricoleur lambda, que tu vois, le valoriser dans le fait que c'est un trait de personnalité en fait, qui est récurrent peut-être pour ce type de personnes. Exactement. Et qui a un impact sur le produit. Oui. Parce que si le produit, on leur enlève toute leur expertise, ça va peut-être leur poser problème et ils vont se trouver un peu trop, c'est peut-être trop simple quoi. Ouais, trop simple quoi. Ouais. Okay.
Donc voilà, ce genre de choses, tu vois, où finalement, sur le moment, tu es là, bon, il me prend du temps et je comprends pas pourquoi il me parle de tout ça. Ouais. Et en fait, non, ce qui est anecdotique ne l'est pas du tout. Enfin, souvent, ce qui est anecdotique est hyper intéressant. Ouais. Et donc, c'est toutes ces anecdotes, tout ce blabla, où l'artisan, tu vois, hier, il nous racontait comme c'était un peu compliqué au quotidien de recruter, de se former, de tout ça. Et tu vois, le commanditaire qui m'a envoyé dessus, qui lui a créé son produit, normalement tu dois te former dessus, lui il n'a pas le temps de se former en fait concrètement parce que il est sur le terrain toute la journée, ils sont en sous-effectif parce que c'est un domaine où il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui et donc c'est le chien qui se mord la queue et ton fabricant il propose pas des solutions adaptées, ils peuvent pas en fait aller se former. Voilà, des choses comme ça et qui sont super intéressantes. C'est clair. Est-ce que pour toi, justement, je pense savoir avoir ta réponse, mais est-ce que la phase de l'UX Research est vraiment obligatoire pour toi dans tout le process de création d'un produit en UX design? Ou est-ce que pas forcément, il y a des produits, des services où on pourrait directement passer par la phase maquette, par exemple? En fait, pour moi, la research, c'est pas une phase, c'est une démarche. C'est une démarche qui est étroitement liée à la démarche UX. Enfin, c'est le cœur du truc. Pour moi, c'est vraiment de te dire, on inclut nos utilisateurs dans notre façon de concevoir le produit et c'est lui qui est le référent. Donc, si on fait de l'UX design sans jamais avoir des contacts avec les utilisateurs, pour moi, on ne fait pas de l'UX design. On fait juste du maquettage. Mais ce n'est pas une démarche centrée utilisateur. Après, est-ce qu'il faut forcément faire une phase exploratoire avant de faire de la maquette? Pas forcément. Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, on a des hypothèses déjà suffisamment fortes pour se dire on maquette et puis on va ensuite faire du test. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des interactions et des contacts avec les utilisateurs dans le projet et pas qu'une fois, de manière itérative, qu'il y en ait régulièrement pour pouvoir apprendre. En fait, à chaque fois qu'on va à leur contact, c'est une manière d'apprendre sur son produit, de le faire évoluer, le faire avancer. Ouais, est-ce que ça peut être aussi un piège? Je pense aux grands groupes, par exemple, qui ont eu peut-être cette démarche au tout début pour plusieurs produits, et maintenant ils sont dans une démarche de créer plein d'autres produits pour ce type d'utilisateur. Mais ils vont dire, c'est bon, maintenant je les connais, j'ai déjà plein de données du coup, qui me permettent de créer ce produit-là, je connais l'utilisateur, et maintenant on fait que les maquettes et on testera. Est-ce que ça pourrait être une bonne approche, ou est-ce que finalement on se dit, en fait ça ferait pas de mal quand même de refaire cette démarche du UX Research en tout début à chaque fois de création d'un nouveau service ou un nouveau produit, même si on a déjà des données Ça va vraiment dépendre. Ça dépend. Ça va vraiment dépendre de quel produit, quel service. Mais oui, c'est bien, même si on croit connaître, même si on a fait une grosse étude, disons, à un moment donné, et puis 2-3 ans plus tard, on veut lancer autre chose, il y a un moment où c'est bien de reprendre un peu de hauteur, de refaire une étude un peu plus costaud sur ses utilisateurs et de prendre du recul. Et pas être que dans du test, que dans de la recherche appliquée à ton produit sur ce truc-là, mais vraiment d'essayer d'avoir une phase un peu plus d'ouverture. Après, vraiment, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre. Est-ce que ça reste toujours ton même utilisateur? Est-ce qu'il évolue? Mais un biais, effectivement, ce serait de se dire ok, on a fait une étude, on les connaît, alors qu'en fait, on le sait, les gens évoluent aussi. Donc, ta cible, elle a beau rester la même, elle a peut-être complètement changé de mentalité. Enfin, on le voit en plus, là, en quelques années, tous les changements qu'on vit en très peu de temps, ça a un impact aussi sur la perception, les usages, les comportements des gens, et ça, tu peux pas l'anticiper. Et après, un des gros biais que je vois, c'est des gens qui se pensent justement, qui pensent avoir une connaissance forte de leurs utilisateurs parce qu'ils sont au contact, ils sont à leur contact au quotidien. Eux-mêmes avant. Ouais. Moi, je sais que j'ai une entreprise là pour laquelle je bosse. C'était eux-mêmes avant leurs propres utilisateurs. Ok. Donc c'était des gestionnaires, etc. Et maintenant ils vendent un service pour leur métier d'avant. Okay. Donc ils pensent être eux-mêmes leur propre persona, quoi. Ouais. Donc il y a aussi un gros biais là-dessus. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup ça donne quand même des hypothèses de base qui sont plutôt proches de la réalité. Mais c'est vrai que se contenter que de ça, ultra dangereux. Ouais, c'est ultra dangereux. Ouais. Tu vois, il y a un projet où en fait
toute l'équipe pensait être le persona. Ouais. C'était un projet dans le sport. Et vraiment, ils s'identifiaient. Sportif. Eux-mêmes, ils étaient vachement sportifs et tout. Donc, ils disaient, on s'y connaît, quoi. Nous, on vit ça. Sauf qu'ils étaient tous à un niveau de sport hyper élevé. Et ils en oubliaient qu'en fait, leurs clients, ils n'étaient peut-être pas tous à ce niveau-là. Et ça les empêchait de rentrer en empathie avec d'autres types de sportifs parce qu'en fait, ils voyaient vraiment que leur pratique à eux, ils étaient très auto-centrés. Et ça, c'est très risqué, ouais, effectivement. Et ce que tu décris aussi, mon conjoint, il bosse dans le bâtiment, enfin, il est côté architecture, et il me racontait là qu'il a rencontré une start-up d'un mec qui avait bossé un peu là-dedans et qui a lancé un produit et qui est venu le voir pour être bêta-testeur, tu vois, pour que son agence soit bêta-testeur. Sauf qu'en fait, lui, il lui a fait des retours ultra critiques en disant mais en fait, ce que vous faites, ça s'applique que à des bâtiments déjà existants parce qu'en fait, ils collectent des données, ça permet de modéliser des choses, mais en fait, ça répond pas à un besoin à la base. Lui, il s'est dit, le gars qui a créé ça, qu'il connaissait suffisamment, et puis il a développé son truc hyper loin avant d'aller bêta-tester, et au lieu de se dire dès le début, est-ce que ça a déjà de la valeur? Et ouais, moi, là où j'interviens, c'est vraiment sur ce truc-là, et le questionner régulièrement dans son projet aussi. Parce que tu peux avoir trouvé un truc qui a de la valeur, mais la manière dont tu le mets en forme, c'est peut-être pas la bonne non plus. Donc, continuer à leur questionner. Donc, pour répondre à ta question initiale, c'est indispensable en fait d'avoir une approche de recherche utilisateur. C'est étroitement lié à la démarche centrée utilisateur. Mais justement, pour ce type de clients un peu particulier qui pensent être leur propre persona, comment les convaincre justement, parce qu'ils doivent être hyper durs à convaincre, j'imagine. Ils doivent se dire mais non, pas la peine. Toi, comment tu fais? Tu fais preuve de beaucoup plus de pédagogie avec ce type de client? Il faut. Après, si le client il a pas envie, tant pis pour lui. En fait, tu vois, je vais pas faire le forcing pour lui dire d'avoir cette démarche-là. S'ils viennent me. Explique quand même ce truc de. Attention. Vous me dites c'est hyper intéressant et vous avez plein de connaissances sur le sujet. Par contre, attention, vous ne représentez pas le panel de tous vos utilisateurs. Oui. Ça, je les mets en garde, tu vois, je vais leur dire attention, c'est super, vous avez beaucoup de connaissances, mais ça reste votre connaissance et on va aller justement confronter ça à un panel plus large et voir ce qui ressort, est-ce que c'est vrai ou pas. Et voilà, mais pour qu'ils aient cette démarche-là, il faut déjà qu'ils aient une petite réflexion avant. Et donc, c'est ce qui est déjà bon signe. En fait, c'est qu'il y a déjà une petite graine de semée et du coup, tu fais que pousser là-dessus. Et typiquement, tu vois, le client auquel je fais référence, au final, toute l'étude qu'on a faite, à la fin, ce qu'ils ont appris, ils vont te dire on n'a pas appris grand-chose dans le fond, si tu veux, on n'a rien. C'est souvent ça, en fait. Les gens, ils découvrent pas des trucs énormes. Par contre, ils vont apprendre des choses, souvent je vais poser un angle un peu différent, et puis des choses avec beaucoup plus de nuances, avec beaucoup plus de finesse, et en même temps avec une capacité à bien modéliser en fait, les comportements, à se dire, à faire quelque chose de simple, tu vois, pas quelque chose qui soit trop complexe. Et en l'occurrence, ce client-là, au final, ils étaient... j'ai réussi à les convaincre parce qu'ils étaient ultra à l'aise avec ce que j'ai livré à la fin, ce qu'on a livré à la fin. On était plusieurs à faire ce projet. Et au final, c'est là où ça donne encore plus de valeur à ce que tu leur apportes. Tu vas leur apporter des détails en plus ou des choses en plus, ou des éclairages qui vont élargir leur point de vue sur... en fait, ça va à la fois conforter leurs connaissances, mais aussi élargir encore leur point de vue parce que il y a des nuances, des approches qu'ils n'avaient pas. Okay. Ou en tout cas, ce qui est hyper important aussi dans mon métier, c'est de réussir à schématiser les choses, à modéliser, à ce qu'ils retiennent en fait derrière. Parce que c'est super d'arriver avec plein de données, mais si tu n'en retiens rien, et donc c'est réussir à rendre les choses assez tangibles et émotionnelles. Parce que ce qui fait que tu retiens, c'est que tu vas dire « Ah ouais, ça c'est vrai qu'en fait, les gens ils ressentent ça et ça et ça ». Et souvent quand tu arrives à faire ressentir quelque chose qui fait référence à quelqu'un que la personne en face va dire « Ah oui, je connais quelqu'un qui est comme ça » ou « Ça me fait penser à telle personne » et qu'ils arrivent à le caractériser comme ça, c'est plutôt bon signe, c'est que ça leur parle et qu'ils arrivent ils se l'approprient. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être évident, justement, j'avais posé la question, toutes tes données de recherche, etc., c'est dans des tableaux, des post-it, des trucs, voilà. Il n'y a que toi qui dois comprendre ton truc.
Comment tu le synthétises ça auprès du client? Comment tu le rends justement sexy, compréhensible? Est-ce que vraiment tu fais une synthèse vraiment light de tout ce que tu as appris et après tu laisses ton travail à disposition? Parce qu'il y a quand même des données, je pense, qui sont exploitables. Comment tu le présentes ça? Est-ce que c'est des cartographies? Est-ce que tu... Ouais, pareil, ça dépend du projet. Ouais. Il n'y a pas de livrable type par projet. Et c'est la phase la plus dure du métier. Moi, je flippe tout le temps. Alors, tu vois, j'ai de l'expérience depuis maintenant 8 ans. À chaque truc, je suis là, je sais pas si je vais réussir. En fait, tu sors du terrain avec plein de connaissances, plein de richesses, plein de trucs. Et tu es là, est-ce que je vais réussir à bien transmettre tout ça, à bien synthétiser tout ça, à transmettre toute cette richesse et en même temps à pas noyer les gens dans trop d'infos. C'est ça. Et alors, hélas, j'ai envie de dire, souvent encore, il y a besoin d'avoir une espèce de document type PowerPoint où les gens vont se référer. Parce que tu as besoin d'avoir le livrable de l'étude qui justifie que tu as fait cette étude. Maintenant, moi, j'essaye ça de prendre le parti d'en faire un document de plus en plus écrit, en fait, de plus en plus rédigé pour avoir de la richesse. Et en parallèle de ça, de créer des livrables qui soient actionnables, qui soient facilement appropriables. Et en fait, ce qui fait le lien, pour moi, mon métier, il ne s'arrête pas du tout à restituer tout ça. Il s'arrête à travailler avec les concepteurs derrière. Donc, il y a toujours une phase pour moi derrière de co-conception par des ateliers, par des séances de travail collaboratif. Où tu fais en sorte qu'ils se l'approprient. Par exemple, le gros projet qu'on a fait avec Jean-Yves, on a fait derrière des ateliers où on est arrivé, parce qu'en fait on avait à l'issue de l'étude, il y avait 2 personas qui ressortaient. Et en fait, on a carrément incarné le persona. On est arrivé en atelier où moi j'étais... c'était pour une marque de running. Et moi je suis arrivée déguisée en runneuse, vraiment avec tous les attributs de ce qu'il nous avait raconté, en fait, de l'équipement. Ouais, je suis arrivée comme ça en début d'après-midi en faisant semblant de sortir de mon footing. Et Jean-Yves a fait l'autre persona 2 semaines après, parce qu'on avait fait du coup un atelier par persona. Et une fois qu'on on incarnait ce personnage et on racontait en fait ce qu'on vivait, alors que le matin on leur avait fait la même chose dans manière intello, tu vois, en leur disant voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est de ce personnage-là, c'est ça. Et puis en début d'après, je juste racontais mon histoire, tu vois, en jouant le personnage. Et en fait, on avait créé toute une expérience map. Donc une expérience map, c'est une cartographie de l'expérience. Donc suite à toute l'étude qu'on avait menée, on avait synthétisé les comportements. On avait mis à plat en fait les comportements. Une expérience map, c'est ça. Ce que tu retrouves chez la majorité de ton panel, ce qui est commun à tout ton groupe d'utilisateurs, tu vas le matérialiser sur une carte. Alors c'est jamais, en fait, tu linéarises quelque chose qui n'est pas, mais ça permet de comprendre quelles actions ils font, dans quel ordre et surtout pourquoi. Voilà. Pourquoi, qu'est-ce qui les motive, quelles difficultés ils ont, etc. Et donc on avait créé ça. Mais en fait, ce qu'on demandait aux clients derrière, c'était on les avait divisés en petits groupes. Et ils devaient, en fait, ils avaient un bout de la carte chacun à travailler. Et ils devaient rentrer dans la profondeur de chaque étape et déterminer selon eux quel était le niveau émotionnel de la personne sur chacune des étapes. Et une fois qu'ils avaient fait ça, en fait, chaque binôme ou trinôme racontait au reste du groupe la partie de la carte qu'ils avaient vue. Et pendant ce temps, les autres écoutaient et essayaient de noter les besoins qu'il pouvait y avoir derrière. Et en fait, comme ça, on déroulait, on passait ensuite au deuxième binôme, etc. Donc ça les rendait tous actifs. Et en fait, à la fin de la journée, ils s'étaient approprié la matière. En fait, juste à la fin de cet atelier-là, ils étaient rentrés en empathie. Tu vois, donc réussir à... Pour moi, il y a la phase du livrable un peu intelligent où j'adore faire des schémas, tu vois, tu schématises pour que les gens ils mémorisent de manière visuelle des choses, qu'ils comprennent et qu'ils ancrent, en fait, qu'il y ait 2-3 livrables un peu qu'ils garderont en tête, que tu sais qu'ils vont garder en tête. Et derrière, une phase d'appropriation qui passe par l'atelier, par les rendre eux-mêmes acteurs pour comprendre tout ça. Donc finalement, tu as 3 types de livrables un peu. Tu as le livrable qui est vraiment détaillé, où là c'est plus pour justifier un peu ton travail finalement, parce que si tu donnais juste 4 slides avec des graphiques, tu dis bon, en 2 mois tu livres que ça. Il y a un peu ce truc-là de se dire je justifie un peu mon travail de recherche. Donc là du coup finalement tu donnes un doc hyper complet, rédigé,
pour justement justifier ça et leur donner aussi de la matière. Oui, oui. C'est surtout pour leur donner de la matière, aussi. en vrai. Parce que, oui, t'as pas à te justifier forcément. Ouais, mais ça permet aussi et puis ça te permet de poser ta pensée de manière assez complexe, tu vois, c'est comme un rapport et ça permet d'aller plus loin. Enfin, ce travail-là, moi je l'aime beaucoup aussi parce que... c'est comme un carnet de bord, un journal, quoi. Ouais, ou plus comme un mémoire, tu vois. Moi, je l'imagine plus comme un mémoire de recherche très appliqué et en petit format, mais ça permet, c'est vraiment là, je trouve, où il y a un travail d'analyse. Passer par l'écrit, en fait, ça te force à monter en conceptualisation et à simplifier et à clarifier ta pensée. Et donc, ce truc-là, il est vachement intéressant en soi, quand même. Ouais. Mais ce qui peut être pénible là-dedans, c'est d'essayer d'en faire un PowerPoint pas très intéressant, qui réduit du coup des concepts et en même temps d'avoir un doc, tu vois, parce que il y a cette complexité il va falloir que tu restitues quand même à l'oral à un moment donné. Ouais. Et donc souvent on finit par faire un PowerPoint qui est à la fois le support de presse et à la fois le doc qui reste écrit, qui reste de référence. Et donc maintenant, moi, je préfère faire un vrai doc écrit et puis me dire à partir de là comment je fais un truc un peu synthétique pour raconter l'histoire. Donc tu pars de ton mémoire finalement, de ce mémoire-là. Ouais. T'en fais une presse juste orale pour la réunion et restituer tes résultats avec juste des schémas ou quelque chose de graphique. Oui. Et après, le troisième, c'est des cartes. C'est vraiment mettre en fait ton client dans un peu un jeu d'acteur, pour qu'il s'approprie. Donc tu as un troisième livrable qui est plus l'appropriation de finalement de ton travail. En fait, le troisième livrable, c'est carrément même des modélisations, vraiment des livrables très actionnables qu'ils vont garder pour la conception. Donc je sais pas, un persona, une expérience map, ou tu vas leur faire des empathy maps. Les empathy maps, c'est te poser la question, te mettre à un moment donné dans la peau de l'utilisateur, essayer de comprendre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il entend autour de lui, qu'est-ce qu'il fait, se reposer ces questions-là. Mais en tout cas, des livrables qui permettent effectivement de s'approprier la matière et quitte même à refaire de l'idéation. Avant, j'étais assez mal à l'aise avec ça quand j'ai débuté, je voulais vraiment qu'on colle aux besoins que moi j'avais identifiés, dans la manière que je l'avais identifié. Et en fait, maintenant, j'aime bien aussi, à partir des besoins que j'apporte, en fait, que les gens aussi fassent de l'idéation autour. Okay. Tu peux faire de l'idéation sur des besoins. En fait, sur les besoins que tu as identifiés. Ouais, parce qu'en fait, vraiment, ce qui me semble important dans la phase dans la démarche UX, c'est que tu tournes autour, en fait. C'est ce côté itératif, tu ne vas pas y arriver d'un coup. Et en fait, le fait de partir d'un besoin et de se dire quels peuvent être d'autres besoins annexes autour qui gravitent, et moi je vais rester de toute façon présente, c'est là où il faut que ce soit un travail qui se fait ensemble, je vais rester présente pour dire non, là vous allez trop loin, mais il y a des fois où en fait dans la manière dont l'équipe peut l'exprimer aussi, ils vont comprendre d'autres choses et tu peux aussi repérer d'autres besoins, tu peux dire tiens c'est ça, on va peut-être aller l'étudier à un autre moment, et parce qu'en fait, t'as jamais fini de chercher. Ouais, il y a un moment où il faut s'arrêter aussi, mais t'as jamais fini de chercher et ça peut être intéressant aussi d'avoir cette approche-là pour s'approprier cette matière. Ouais. Je trouve ça dingue parce que je trouve que c'est assez maniable comme métier en fait finalement. Enfin, tu peux pas dire je vais juste appliquer bêtement ces méthodos pour ce type de projet parce que j'ai telle contrainte. Enfin, tu dois quand même t'adapter à chaque fois quand même aux réactions. À ton client aussi, parce que ton client il n'est pas du tout dans cette optique d'idéation, il est un peu en retrait, etc. D'autres ils vont être hyper proactifs. Donc, en fait, tu vas pouvoir aussi adapter en fait, ta manière de travailler en fonction de ton client. Enfin, il y a plein de paramètres en fait, qui fait que ton métier tu l'adaptes en fait, en fonction de tous ces critères-là. Tout à fait. Franchement, c'est hyper riche. Tu t'ennuies jamais. Quoi. Ouais, je fais jamais de mission de la même manière. Ouais, c'est ça. Après, il y a des outils, des trucs qui reviennent très souvent. Enfin, tu vois, on parlait des méthodes, etc. Je fais quasiment toujours des interviews. C'est le truc de base. De la même manière, quoi. Jamais de la même manière, jamais de la même approche, jamais au même endroit, jamais. C'est toujours très différent et c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est ça qui est vraiment chouette, ouais. Oui, sinon ça serait un peu barbant, toi, tout la même chose. Ouais, si c'était juste, si ça se résumait à une méthode et à un truc à suivre A, B, C, D, ce serait pas très intéressant. Alors que là, ouais. Comme tu dis, il y a une forme de créativité. Enfin, moi, j'aime bien être créatif dans ce truc-là. Ouais. Je trouve le métier aussi du UX Researcher, c'est finalement un métier créatif. On ne pense pas d'un premier abord. Moi, je ne le pensais pas. Je pensais que c'était vraiment plus de l'analyse, de la recherche, de la méthodologie appliquée. Tu vois. Et là, en discutant, je me rends compte que tu t'adaptes quand même énormément et tu dois faire preuve de créativité
parfois pour recruter, pour faire participer les personnes, ou même adapter la méthode à la situation. Donc il y a quand même une forme de créativité qui est hyper importante. Ouais. Et même dans la restitution finalement des livrables, où là tu peux aussi être créatif dans comment retranscrire toutes tes études dans quelque chose de clair et concis, quoi. Et appropriable, quoi. Vraiment que les gens rentrent en empathie et qu'ils aient un déclic et qu'ils comprennent. Oui, en fait, il y a de la créativité partout. Et moi, je pense que c'est ça qui me plaît. Ouais. Après, la méthode est hyper importante. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très méthodique et assez carré et assez rigoureuse. Enfin, c'est hyper important parce que... alors, c'est de la recherche appliquée, un produit, un service. On n'est pas dans la recherche scientifique où l'objectif, c'est pas de faire de la science. Donc, on peut être beaucoup plus souple sur les méthodes et on n'est pas obligé d'être méga rigoureux. Mais malgré tout, si on veut que ce qu'on sort soit valide... Il y a une base, des règles à respecter, quoi. Ben voilà, il faut quand même respecter la base. Et, parce que, notamment, enfin, là, on parle que d'approche quali. Parce que moi, je fais beaucoup de d'études qualitatives. Au qualitatif, en fait, on va étudier peu de personnes, mais on va aller étudier en profondeur peu de personnes. Et donc, pour que ces enseignements en profondeur aient de la valeur, il faut trouver les bonnes personnes. J'en reviens au recrutement. Et là-dessus, je suis hyper rigoureuse parce que sinon, on peut très bien venir tacler l'étude derrière en disant « Ouais, super, vous avez croisé 5 personnes. Si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi ces 5 personnes sont les bonnes, bien sûr que ton étude, elle peut être complètement remise en cause et tu peux partir sur de mauvaises bases. » Justement, pour revenir au recrutement, tu disais que toi, c'était hyper important et tu prépares bien en amont justement qui tu vas recruter. Après, concrètement, comment tu vas les recruter? Est-ce que tu passes par une agence? Est-ce que c'est ton client qui se débrouille? Est-ce que c'est toi qui vas sur des forums ou des groupes pour essayer de catcher les personnes? Pareil, ça dépend à chaque fois du projet, du budget aussi. Et à quel point le client est capable... ça dépend de l'objectif aussi. Pour qui on cherche à recruter, comment est-ce qu'on cherche à recruter les utilisateurs, les clients actuels ou les non-utilisateurs. Des fois, tu peux vouloir étudier les non-utilisateurs. Et donc, l'idéal, c'est de passer par une agence de recrutement parce que eux, ils ont des panels, et puis ils ont toute une méthode, c'est leur métier. Donc, ils ont des méthodes au carré pour justement trouver les bonnes personnes et tout. J'imagine que ça coûte cher du coup. Mais ça coûte assez cher, c'est du budget, du temps. Je dis que c'est l'idéal, mais en fait, pas forcément, parce qu'il y a d'autres fois où l'idéal, c'est d'aller en guérilla, parce que c'est plus pertinent pour le projet. Tu vois, le truc de la gare, ça aurait servi à rien d'essayer de recruter des gens. Ce qu'on voulait, c'était comprendre dans le contexte comment les gens percevaient les choses. Donc là, finalement, tu y vas et tu n'as pas de recrutement. Voilà. Tu as analysé en amont à peu près les profils type, mais tu vas te déplacer et finalement, tu vas pas recruter en amont, appeler, prendre des rendez-vous, etc. Tu vas directement sur le terrain. Tu vas directement sur le terrain. Par contre, ce qui est important, c'est de qualifier un minima les gens quand tu les rencontres pour à nouveau pouvoir mettre en perspective. Par exemple, dire on a croisé énormément de personnes âgées où les retours, c'est plutôt des voyageurs pros, tu vois. Et du coup, te dire, on a vu beaucoup par exemple pour le domaine de ski, on voulait voir à la fois des familles, à la fois des groupes d'amis, à la fois des francophones et des anglophones, des personnes qui venaient d'autres pays. Donc on s'assurait au bout d'un moment, on disait là on a vu beaucoup de français, on va arrêter, on va essayer maintenant de se concentrer sur des gens qui parlent anglais. Donc réussir quand même à avoir cette diversité aussi, mais sur le terrain en fait, tu le fais sur le terrain. Mais donc comment je recrute après... Par exemple, si tu commences par des interviews, tu as déjà commencé que par des interviews, par exemple, en quali? Ouais, carrément. Et là, du coup, comment tu le recrutes donc ça dépend, mais tu peux avoir aussi le cas, ce qui est souvent un cas souvent avec mes clients, c'est qu'en fait, on veut quand même connaître leurs propres clients. Donc, ils ont une base de données et c'est eux qui vont envoyer des mailings. Par contre, moi, je vais les aider à écrire le mailing aussi. Pour convaincre et surtout pour pas biaiser. Parce que, pareil, un truc hyper important, c'est de pas décrire l'objet de ton étude. Tu veux pas dire on aimerait savoir, je dis n'importe quoi, je te donne un truc très précis, mais on a un moteur de recherche, on trouve qu'il est pas trop utilisé, mais on aimerait bien savoir pourquoi. Non. Donc les gens vont se focaliser sur le problème et que des trucs négatifs, quoi. Ou te parler que de ça, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est qu'il faut pas de moteur de recherche. Mais ça, tu vas le comprendre. Finalement, assez vague. Exactement. Sur le projet. Sur l'objectif de l'étude. Pour vous inclure dans notre projet,
veut développer tel service. Ou voilà, on est dans une démarche d'amélioration de nos produits, on a envie d'écouter nos utilisateurs. Et souvent, en plus, il y a un truc de com pour la boîte qui est hyper chouette, de dire on est dans un truc très positif, on est à l'écoute de nos clients. Mais il faut vraiment les accompagner là-dessus parce que des fois, ils peuvent complètement te biaiser en disant... je suis en train de rédiger justement un mail pour mon entreprise, afin qu'elle l'envoie justement pour recruter. Donc ça me parle énormément de ce que tu me dis. C'est bien pratique d'avoir ce truc. J'aurais dit non mais je préfère écrire moi le mail parce que en fait je sais pas comment vous allez l'écrire et il commençait à me dire oui en plus ils vont pas être très chauds, tu vois, à mon avis ils vont refuser l'atelier etc. J'ai dit ça dépend comment vous tournez le mail aussi. Oui. Si c'est sûr vous leur demandez est-ce que vous pouvez me donner 3 heures de votre temps pour... Bon voilà, tout de suite ça donne pas trop envie quoi. Ouais. Quels sont les pièges qui seraient à éviter absolument dans ta démarche justement du UX Researcher? Quels sont les pièges? Il y en a plein. Bon, le recrutement, j'en ai assez parlé, de mal comprendre ses utilisateurs. Pareil, un des pièges quand même, parce que même si on essaie dans le recrutement d'être assez ouvert, on est soi-même des humains, donc on est limité dans notre façon de voir le monde et tout, et on a aussi nous-mêmes des a priori. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup montrer à mes étudiants, c'est un distributeur de savon. C'était une vidéo qui était sur YouTube. Et le titre, c'est « Distributeur de savon raciste ». Et en fait, tu vois une personne blanche qui passe sa main sous un distributeur de savon, ça fonctionne. Puis ensuite, il y a une personne de couleur qui passe sa main et ça marche pas. Et donc après, il prend un bout de papier blanc et là, ça marche. Et donc les étudiants restent là, oh, c'est trop choquant et tout. Et je leur dis, mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vraiment c'était intentionné? Ils font, bah non. Je dis, mais alors pourquoi? Et donc ils finissent par dire, en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe, c'est sûrement que des blancs. Et ils ont fait des tests, mais ils ont testé entre eux. Et ils n'ont pas testé avec suffisamment de personnes différentes. Et puis ça montre qu'ils sont restés dans leur vision du monde et dans leur univers. Et j'aime beaucoup montrer ça pour faire l'espèce d'électrochoc de ok, ça c'est un truc très extrême, mais ça a des conséquences hyper discriminantes, hyper graves en fait. Et ça arrive tous les jours dans plein de produits, plein de services concrets, parce qu'on reste trop centré sur nous, l'équipe. Et donc je dirais que un des pièges à éviter, c'est justement de rester auto-centré, quoi. Et malgré tout, et de pas diversifier son panel. Son panel, c'est des gens dans la conception, tu vois, de rester un peu dans un entre-soi, dans toute la démarche. Et pas que... dans la research, particulièrement sur son panel, effectivement. Et ça, c'est dur, en fait, tu vois, de dire comment je crée cette diversité, jusqu'où je vais, comment en même temps je sélectionne les bonnes personnes. Et moi, c'est un truc qui me travaille, que j'ai pas toujours trouvé. Un autre piège à éviter... On n'a pas du tout parlé de comment tu crées des biais dans ta manière de questionner, dans ta manière, c'est un gros sujet. La manière de poser les questions, etc. La manière d'aborder tel et tel sujet plutôt que tel autre. Donc travailler ses biais finalement. Travailler ses biais, mais du coup de réussir. Franchement, et là c'est presque du coup un conseil, mais c'est revenir à des questions hyper basiques. Okay. Tu vois, un des biais, ce serait de vouloir justement être trop technique et de vouloir en faire trop et vouloir donner l'impression de bien s'y connaître. Alors qu'en fait, souvent, il suffit juste de réélargir la question, de faire des trucs très ouverts en fait. Ouais, vraiment. C'est un peu naïf, quoi. Très naïf et de rester trop fermé et trop cadré. Tu vois, par exemple, le projet là sur lequel je suis allée hier, d'aller faire des observations, etc. En fait, il y a une équipe qui a bossé dessus en interne, qui avait commencé déjà à faire quelques observations, puis ils n'ont pas eu le temps, donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi pour avoir quelqu'un d'externe. Et en fait, je trouvais que leur manière leurs critères d'observation, les questions qu'ils avaient posées, c'était déjà trop restreint sur le produit. Donc, un des risques, un des pièges à éviter, c'est d'être trop centré sur le produit. Et comment réussir à élargir et à sortir du produit pour, même dans ta manière d'aborder ta research, déjà être centré utilisateur. Ce qui est super dur, parce que tu ne l'as pas encore rencontré, que tu ne l'es pas forcément. D'où l'importance de faire appel à un UX researcher qui, lui, aurait une vision avec du recul, une vision un peu plus large que si une propre personne qui développe son produit se pose la question, ce sera beaucoup plus dur pour elle de prendre du recul nécessaire et d'avoir une vision large. Oui.
Et dernière question, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui veulent se lancer dans l'UX Research? Est-ce que tu as, toi, des ressources, des blogs ou des choses que tu suis régulièrement qui t'aident? Ou est-ce que tu recommanderais une formation ou quelque chose? Une formation, alors moi je suis intervenante par exemple au Laptop, je ne sais pas si tu connais, c'est un organisme de formation continue, et ils font des petits modules, des choses qui sont plus spécialisées, et ils font vraiment des formations de qualité. Ils en ont lancé une en UX Research, sur laquelle j'ai bossé, où je fais le module recrutement, et un module sur l'observation, qui est chouette. En fait, cette formation elle a été construite par plein de UX Researchers. Il n'y a pas une personne qui a fait toute la formation, donc c'est hyper riche parce que tu as plein d'approches, plein de méthodes. Ouais. Mais la formation en tant que telle, elle a été construite sur une logique, un mix entre du e-learning et des moments où tu te retrouves en collectif, assez cool. Donc, tu as en fait des contenus et des approches du métier de plein de researchers différents. Parce qu'on n'a pas parlé du quanti aussi, mais c'est super intéressant le quanti, il y a plein de choses à faire là-dessus. Donc, il y a ça qui est très chouette. Et après, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est d'y aller, en fait. Parce que de pratiquer. En fait, d'oser y aller. Je préfère, tu vois, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, ce métier-là, il s'apprend par la pratique. La théorie, elle n'est pas compliquée à comprendre en UX en général, en design thinking en général. En fait, il suffit d'1 heure pour comprendre la théorie. Par contre, ce qui est dur, c'est toute la mise en œuvre parce que y a plein de pièges à plein de moments, il y a plein de trucs qui sont compliqués. Et sur la research, tu vois, c'est ce que je dis aussi à des clients. Je préfère qu'on contourne ou que ce soit pas autant dans les règles de l'art qu'on le voudrait, mais je préfère qu'ils aillent rencontrer ne serait-ce que 3 utilisateurs. Même si ça va à l'encontre de tout ce que je t'ai dit, mais même s'ils ne sont pas hyper bien recrutés, qu'ils sont pas... En fait, déjà se lancer dans cette démarche d'écouter, d'aller rencontrer, et même si tu poses pas les questions exactement comme il faut, même si tu biaises un peu, tu vois, oui, ok, c'est important tout ça, mais je préfère déjà se lancer là-dedans et avoir cette volonté de comprendre, de sortir en fait de l'équipe projet. C'est d'avoir cette démarche finalement d'aller à la rencontre de l'utilisateur et de pratiquer, de vraiment aller sur le terrain, d'avoir un contact vraiment humain avec... Exactement, c'est exactement ça, de fermer les ordi, de sortir, parce qu'en fait c'est trop facile de rester là franchement mes étudiants, souvent, on commence et au bout de 3 heures, en fait ils sont dans la rue en train d'interviewer des gens, et avant d'y aller ils sont là, oh non mais on va pas vouloir y aller, on a trop peur et tout, puis ils reviennent et ils sont trop contents. Et ça c'est le message le plus important que je vais leur faire passer, c'est juste... Allez-y, arrêtez là de vous cacher derrière vos ordi, vos écrans et d'essayer de trouver des données sur les gens et de rester dans vos a priori. Et juste allez rencontrer, sentez ce qu'ils ressentent, posez-leur des questions. Même si vous le faites mal, vous apprendrez des choses. Et puis après, par l'expérience et puis par plein de ressources, tu peux te former et monter en compétences là-dessus. Et puis voilà. Trop chouette. Merci en tout cas. Merci à toi. Cet échange. C'était chouette, merci. C'était trop bien. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Nicolas.